8 juillet 2011. En direct sur NASA TV, la chaîne spécialisée de l'agence spatiale américaine, l'heure est à la nostalgie, teintée d'émotion. Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. All three engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff. The final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Program, Houston. Roger, roll, Atlantis. Houston now controlling the flight of Atlantis. The space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history. For the last time, the space shuttle's main engines have fallen silent as the shuttle slips into the final chapter of a storied 30-year adventure. Atlantis, go at throttle up, no action, DPDT. La NASA a une place primordiale dans la conquête de l'espace. Cette histoire, un ingénieur français, Jacques Villain, la connaît bien. Il est l'un de ceux qui a mis au point le moteur Vulcain, celui de la fusée Ariane, en exposition à la Cité des Sciences de la Villette, à Paris. Pour lui, tout a commencé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe en 1945? Les puissances qui sont victorieuses de la Seconde Guerre mondiale ont découvert que les Allemands avaient mis au point une fusée absolument extraordinaire, qui s'appelait le V2. Mais ce V2 n'était pas destiné à conquérir la Lune, ce V2 c'était une arme de représailles, comme disait Hitler ou Goebbels, sur laquelle on était capable, on avait mis 1000 kilos de TNT, et on était capable d'envoyer ces 1000 kilos à 300 km, donc vers Paris ou vers Londres. En même temps, qu'est-ce qu'on a fait pendant la Seconde Guerre mondiale? On a inventé la bombe atomique. Donc le couple missile-bombe atomique, on sent que ça va être l'élément essentiel des arsenaux de la guerre froide. Donc Américains et Soviétiques vont avoir qu'un seul but, c'est de récupérer tout ce savoir-faire allemand. Au début des années 50, la guerre froide bat son plein. Les deux superpuissances militaires, les États-Unis et l'Union soviétique, rivalisent dans la construction de missiles balistiques de longue portée. Et pour cela, ils ne s'embarrassent pas du moindre scrupule et récupèrent les meilleurs ingénieurs allemands. Parmi eux, les Américains recueillent l'ex-membre du parti nazi Werner von Braun, le concepteur des destructrices fusées V2. Le 29 juillet 1955, le président Eisenhower annonce au monde entier que les États-Unis ont l'intention de lancer un satellite. 3 jours plus tard, les Soviétiques, par radio Moscou, rétorquent en disant « Nous allons lancer aussi un satellite et nous serons les premiers ». Évidemment, la compétition est lancée. Et vous savez qu'à ce jeu, ce sont les Soviétiques qui ont gagné, puisque le 4 octobre 1957, les Soviétiques vont être les premiers à lancer un satellite artificiel, le fameux Sputnik. C'est un vrai coup de tonnerre. S'appuyant lui aussi sur les travaux de l'armée allemande, le Russe Sergueï Korolev réussit un exploit technique sans précédent. Le lancement des premiers satellites artificiels Sputnik qui provoque la stupeur et l'inquiétude dans le rang des autorités américaines. Sputnik, qui signifie compagnon de voyage en russe, pèse 83 kg et mesure 58 cm. C'est en fait un émetteur-récepteur et c'est surtout le son du satellite, le fameux bip-bip, qui retient alors l'attention des opinions publiques du monde entier, plutôt émerveillées par l'événement. Il faut savoir qu'à partir du moment où on est capable de lancer un satellite, on est capable de lancer une bombe atomique. Et donc aux États-Unis, à New York, à Washington et à Chicago, c'est la panique. Maintenant, on est sûr que ces villes américaines sont à portée des armes nucléaires soviétiques. Sputnik 1 a été une surprise, mais je pense qu'avec Sputnik 2, cela devenait vraiment très sérieux.
Parce que la première fois, ils avaient juste envoyé un satellite qui faisait bip bip et pas grand-chose d'autre. Mais Sputnik 2, un mois plus tard, en novembre 1957, ce n'était pas seulement ça. Il y avait aussi une capsule spatiale et en plus avec un chien à bord. Et tout le monde a été stupéfait. Ce n'était pas seulement un objet, mais il y avait une créature vivante à l'intérieur d'une capsule. C'était ça l'avance du programme spatial soviétique. Personne n'avait beaucoup réagi après Sputnik 1, mais là, tout le monde était vraiment choqué par le fait qu'on était loin derrière l'Union soviétique et qu'il fallait les rattraper. Et donc le gouvernement américain ne peut pas rester là. Il faut donc se donner les moyens à la fois de créer des missiles, mais aussi de se donner une dimension spatiale. Le président Eisenhower, qui n'est pourtant pas un partisan du programme spatial, n'a plus le choix. La conquête de l'espace ne peut plus attendre. Eisenhower décide, le 29 juillet 1958, de créer un nouvel organisme, la NASA, qui va donc devenir opérationnel le 1er octobre 1958. Le décret national de l'espace a été voté au Congrès en été 1958. Et le président Eisenhower a promulgué la loi qui crée la NASA le 1er octobre 1958. Et le premier patron de la NASA s'appelait Tiki Glennan. Il était jusque-là président d'une université devenue plus tard la Western Tiki University. Thomas Kiss Glennan, le premier président de la NASA, n'est pas un militaire, mais un universitaire. We have one of the most challenging assignments that has ever been given to modern man. We will be developing and launching into space vehicles needed to obtain scientific data and to explore the solar system. Il va donner une impulsion civile à la nouvelle agence spatiale qui va mettre au point les premiers programmes: Mercury, Gemini et Apollo. We will be preparing for the day when manned flight goes into space. Il faut savoir qu'entre 1957 et 1966, toutes les grandes premières spatiales sont soviétiques. Le premier satellite, la première sonde lancée vers la Lune, la première sonde lancée vers Vénus, la première sonde lancée vers Mars, le premier homme dans l'espace, enfin, etc., etc., tout est soviétique. Une date, celle du 12 avril 1961, va définitivement marquer tous les esprits. Depuis des mois, les soviétiques se préparaient dans le plus grand secret. L'entraînement du premier cosmonaute, comme disent les soviétiques, se passe à Baïkonour, en Sibérie, bien loin des grands centres urbains. La surprise n'en sera que plus forte. Le jour prévu, le 12 avril, le commandant Youri Gagarin prend place à bord du vaisseau spatial Vostok 1. Le décollage se passe sans encombre et il devient le premier homme dans l'espace. Il parvient même à effectuer une révolution complète autour de la Terre. Après s'être éjecté de sa capsule à 7000 mètres d'altitude, il se pose en douceur dans un champ labouré, non loin de la Volga, tout près de l'endroit prévu par les ingénieurs soviétiques. C'est encore une défaite américaine. Et le 5 mai suivant, on va voir le premier Américain partir dans l'espace, mais pas faire un tour de terre comme l'a fait Gagarine, mais simplement un petit bond, un saut de puce. Donc c'est pas un succès. Le saut de puce en question ne va durer en effet que 15 minutes et 22 secondes. La NASA a besoin de héros, elle ne va sûrement pas manquer cette occasion. Alan Shepard fait partie, avec John Glenn et Scott Carpenter entre autres, des 7 premiers astronautes recrutés par la NASA. C'est lui, Alan Shepard, qui sera choisi pour être le premier Américain dans l'espace. Et côté communication, l'agence spatiale va en faire des tonnes. Five, four, three, two, one, zero. Ultra liftoff. Par la suite, Alan Shepard réalisera beaucoup d'autres missions et il deviendra le premier héros américain de la conquête de l'espace. Le 14 janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy succède au général Dwight Eisenhower
et devient le 35e président des États-Unis. En avril 1961, la tentative de débarquement des Marines à la baie des Cochons est un échec. Kennedy donne l'autorisation au Pentagone d'envahir Cuba. Il faut savoir que c'est une opération qui est montée par la CIA. Il s'agit de chasser Castro. Ça va conduire à un fiasco terrible. Donc c'est encore une défaite américaine. Kennedy était vraiment au fond du gouffre en 1961. Il fallait absolument qu'il trouve une issue. Alors il s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire qui changerait la donne. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait quelque chose, les Soviétiques nous contraient immédiatement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire que les Soviétiques, eux, seraient incapables de faire? Et là, les patrons de la NASA, très heureux, ont dit « Nous, on a une solution. Les Soviétiques ont une fusée puissante, mais elle n'est pas capable d'aller sur la Lune et de revenir. » La NASA possède maintenant à la Maison-Blanche un allié de poids, le vice-président lui-même, Lyndon Johnson. Johnson, c'est un ami de Von Braun. Et donc, il est en faveur de la conquête spatiale, Johnson. Il en discute avec Von Braun. 8 jours plus tard, il remet à Kennedy un document dans lequel il lui propose, pour battre les Soviétiques, d'aller sur la Lune. Et Kennedy, le 25 mai 61, devant le Congrès, adhère à l'idée proposée par Johnson et décide d'envoyer un Américain sur la Lune. Le 25 mai 1961, John Kennedy prononce devant le Congrès un discours devenu célèbre. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Ce discours provoque l'enthousiasme, mais va laisser à cette époque plus d'un observateur sceptique, voire même incrédule. Les Soviétiques se sont dit « Mais c'est ridicule ». Et comme c'était juste après le voyage d'Alan Shepard dans l'espace, il disait « Les Américains ont 15 minutes d'expérience dans l'espace, alors que nous, on a 90 minutes. Et l'on possède une fusée beaucoup plus puissante. » Vraiment, ils n'y croyaient pas. Pour eux, c'était juste un effet d'annonce. Coup de bluff ou pas, le discours du président Kennedy a déclenché un espoir fantastique. La Lune depuis toujours, c'est le rêve de l'humanité. Elle a nourri les observations des astronomes et des scientifiques, mais aussi les utopies des écrivains et des poètes. Les premiers écrits concernant le voyage dans la Lune ou le voyage dans l'espace datent du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est un grec qui s'appelait Lucien de Samosate, qui habitait dans le nord de la Turquie, qui, le premier, envoie son héros, Icaro Ménippus, dans la Lune. Et le premier moyen de transport qu'il utilise, c'est pas la fusée, parce qu'à l'époque on ne connaît pas la fusée, c'est le bateau. Pourquoi? Parce qu'en Méditerranée, sur le coup de 5 heures du soir, il y a toujours un vent qui s'élève, le Meltem. Et ce jour-là, le Meltem est particulièrement violent, au point que le bateau décolle et se retrouve sur la Lune. Alors on va voir aussi Cyrano de Bergerac. Là, on est au XVIIe siècle. Et Cyrano invente 9 moyens pour aller dans la Lune. Le premier, c'est un traîneau en fer. Il met les voyageurs sur un traîneau en fer et chacun a sur les genoux un aimant. Et au signal donné, on lance l'aimant en avant. Donc le traîneau en fer est attiré par l'aimant. Alors on répète l'expérience pendant 384 000 km et on arrive sur la Lune. Il y en a un autre qui est tout à fait passionnant, c'est la rosée. Il suffit de se rendre le matin dans un champ, vous récupérez de la rosée liquide et vous attendez patiemment que le soleil dépasse l'horizon, que la chaleur arrive. La rosée liquide va se transformer en rosée vapeur et tout d'un coup vous allez partir vers la Lune. Donc voilà les premiers moyens utilisés par les poètes pour aller sur la Lune. Pour réussir enfin ce pari extraordinaire, dès la fin 1961,
la mobilisation est générale. Immédiatement, la machine économique américaine, alors prospère, se met en marche. En 1962, un an après les Soviétiques, les Américains lancent de Cap Canaveral une capsule habitée, Mercury Friendship 7, propulsée par la toute nouvelle fusée Atlas. Mais cette fois, Friendship 7 va réussir 3 révolutions autour de la Terre, soit 129 000 km en 4 heures et 56 minutes. Une première avec aux commandes un autre héros de l'aventure spatiale américaine, John Glenn. Coming down on 10, snorkels are open. Main chute is on green, chute is out in reach condition at 10,800 feet and beautiful chute. Chute looks good. L'amérissage se passe sans encombre à l'est des Bahamas, à 65 km seulement de l'endroit précis prévu par les ingénieurs de la NASA. Petit à petit, les Américains semblent rattraper leur retard. La mission est un succès. La NASA pavoise. From the nation's capital to the towers of Manhattan to the ticker tape parade of New York, cheering crowds roar a mighty welcome, shared by all Americans, by free people everywhere. Cette fois, le Congrès n'hésite pas à voter les crédits nécessaires à la construction d'un centre spatial unique au monde sur le site de Cap Canaveral. En 1963, les travaux commencent, mais le 22 septembre, le président Kennedy est assassiné à Dallas. En son hommage, le centre de Cap Canaveral devient le Kennedy Space Center. En 1965, la NASA inaugure ses nouvelles installations en faisant presque jeu égal avec les soviétiques. Le 3 juin, elle lance une nouvelle fusée, Titan II. À peine 3 mois après le légendaire cosmonaute russe Alexei Leonov, l'Américain Edward White reste 20 minutes dans l'espace, à l'extérieur de la capsule Gemini 4, avec le monde entier comme témoin. Fin 1965, le centre est terminé, avec un nouveau pas de tir adapté à de plus grosses fusées, une salle de lancement moderne et surtout un bâtiment d'assemblage des véhicules spatiaux révolutionnaire pour l'époque. Ce bâtiment a été construit pour permettre l'assemblage, les réglages et le contrôle de la fusée Saturne V et de la capsule Apollo pour aller sur la Lune. À cette époque, j'étais encore un petit garçon. C'était le plus gros bâtiment du monde à l'époque, parce que du sol jusqu'au plafond, il y a 160 mètres. Et il a fallu au total 45 000 pièces d'acier pour construire ce bâtiment. Au plus fort des travaux, 2000 ouvriers ont participé à sa construction. C'était une sacrée performance. Il y avait 6 tours qui formaient la structure du sol au plafond et qui devaient pouvoir contenir les 3 étages d'une fusée Saturne V en entier. Le coût de cette construction, c'était 80 millions d'euros en 1969. Cela ferait environ 2,5 milliards d'euros actuels. En 1967, la fusée Saturne V, qui doit lancer les missions Apollo et amener l'homme sur la Lune, est prête. Les essais de lancement sont concluants. Il reste au maximum 3 ans pour réussir le pari du président Kennedy. La première mission Apollo 1 doit avoir lieu en février 1967. Mais le 27 janvier, les 3 astronautes, Edward White, Gus Grissom et Roger Chaffee, périssent au cours d'un entraînement au sol à cause d'un incendie. Le pays leur rend hommage. Malgré tout, la mission Apollo continue comme l'aurait souhaité Grissom, qui avait déclaré 2 ans plus tôt. « Si nous mourons, nous voulons que la population l'accepte. La conquête de l'espace est plus importante que nos vies. »
Le New York Times est l'un des témoins privilégiés de l'histoire de la conquête de l'espace. Recruté en 1965 par le journal pour ses compétences en la matière, John Noble Wilford va couvrir l'ensemble de cette épopée depuis le début. Récompensé pour ses articles sur l'espace par le réputé prix Pulitzer, il vit à New York, entouré de souvenirs qui ont marqué toute sa vie. Pour lui, en 1967, on était loin d'être sûr de gagner le pari de Kennedy. Les 3 astronautes avaient péri dans l'incendie. Cela a provoqué la création d'une commission d'enquête du Congrès qui a déterminé qu'il y avait eu beaucoup de sous-traitances défectueuses. 1 an et demi après ces événements, il a fallu essayer un nouveau vaisseau spatial, et cela dans le cadre de la mission Apollo 7, qui devait tourner en orbite autour de la Terre dans le but de le tester. Et tout s'est très bien passé. Et c'était au milieu de 1968. Alors, ils ont pris une décision, sûrement la plus importante du programme Apollo. C'était que le vol suivant Apollo 8 devait atteindre la Lune et se mettre en orbite autour d'elle. Donc, il fallait envoyer 3 hommes autour de la Lune, faire 10 révolutions et les faire revenir. Le 21 décembre 1968, Frank Borman, Jim Lovell et William Anders décollent du Kennedy Space Center avec pour objectif un rendez-vous avec la Lune. 3 jours et 360 000 km après le décollage, l'équipage d'Apollo 8 réussit la mise en orbite de leur vaisseau autour de la Lune. Pour la première fois, des hommes aperçoivent et filment la face cachée de la Lune, repèrent au cours de leurs 10 révolutions les endroits possibles pour un alunissage, ainsi que la nature du terrain. C'est aussi le premier lever de terre jamais vu par des êtres humains. Les 3 astronautes retournent sur Terre, sains et saufs. C'était vraiment une étape très significative, parce que c'était la première fois que des êtres humains s'échappaient de l'attraction terrestre. Pour les États-Unis, 1968, c'est vraiment une année terrible sur le plan politique. La guerre au Vietnam se passait mal. Il y avait des émeutes contre la guerre. Il y avait eu 2 assassinats, Martin Luther King Jr. et Robert Kennedy. Et celui de Martin Luther King avait provoqué beaucoup de violence dans les rues de Harlem, Washington et beaucoup d'autres villes. Alors tout allait mal aux USA en 1968. Alors, atteindre la Lune, c'était un moment de lumière dans une année sombre. Et c'est là qu'on s'est dit, le pari de Kennedy, on peut le gagner. Apollo 11, 15 July 1969, Cape Kennedy, Florida, the night before the great day. Nearly 10 years' work of 500,000 people. While the night of celebration was ending, the day began for the astronauts. Neil Armstrong, Commander Apollo 11. Edwin Buzz Aldrin, Lunar Module Pilot. Michael Collins, Command Module Pilot. Parmi les jeunes ingénieurs présents ce jour-là, le 16 juillet 1969, Charlie Mars a participé à toutes les missions Apollo. Il est aujourd'hui retraité. C'est notre salle de contrôle de lancement. Ces consoles sont celles qui ont été utilisées pendant près de 30 ans dans notre salle de mise à feu. Il a ouvert depuis, tout près du Kennedy Space Center, un petit musée avec des objets de l'époque qu'il a pu récupérer. Sur le projet Apollo, j'étais l'ingénieur en chef chargé du module lunaire au Kennedy Space Center.
Je m'occupais de tous les aspects techniques du véhicule, des procédures, des modifications et des relations avec les fabricants, et de la coordination des opérations. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance. La presse se trouvait à 5 km de la rampe de lancement. Ignition sequence start. 6. Et quand la mise à feu s'est déclenchée, au moment où on l'a vu et entendu, l'onde de choc s'est transmise à travers le sable jusque dans votre propre corps. On le ressentait, c'était viscéral. C'était vraiment frustrant pour nous, les ingénieurs du vaisseau spatial, parce qu'on était à 15 km du pas de tir, dans notre propre salle de contrôle, sans fenêtre, devant une télévision en noir et blanc, et on était surexcités parce qu'on avait tout préparé, et pourtant on ne pouvait rien voir. Le voyage de la Terre à la Lune dure 3 jours. Puis Eagle, le module lunaire, quitte le vaisseau spatial et laisse Michael Collins en orbite autour de la Lune. Quand Armstrong s'est posé sur la Lune, j'étais à Cap Kennedy, dans la salle de communication avec tous les responsables du vaisseau spatial et du module lunaire. Et on l'écoutait tous. Le talent et le sang-froid d'Armstrong comme pilote permettent un alunissage parfait. On a retenu notre souffle jusqu'à la dernière seconde. Et quand Eagle s'est posé sans encombre, quel soulagement! 30 seconds. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Make data. 4 forward, drift into the right a little. Contact light. Okay, engine stop. Dans cette nuit du 20 juillet, je suis dans le noir, seul sur une chaise dans la cuisine chez mes parents, avec mon poste de télévision en face, et je vois rien sur l'écran parce que c'est pas beau comme télévision. Hein. Et au bout d'un moment, il y a une image qui apparaît très diffuse où on voit effectivement un homme qui descend d'une échelle. Et là, ça y est, enfin, le rêve que j'avais eu, qui avait commencé pour moi en 1955, en lisant « On a marché sur la Lune » d'Hergé, eh bien voilà, 20 ans après, le rêve était devenu réalité et un homme, enfin, avait marché sur la Lune. Beautiful, beautiful. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Une phrase devenue célèbre qui est restée dans l'histoire. Ces radios sont celles des bottes de Neil Armstrong, celles avec lesquelles il a marché sur la Lune. On voulait être sûr que rien ne gênerait nos gars et qu'Armstrong n'aurait pas de problème avec ça. Et que les premiers mots d'un homme sur la Lune ne soient pas « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» La victoire des États-Unis dans la course à l'espace est cette fois totale. Il fallait résister à la tentation d'écrire trop de choses, trop de prose, avec des roulements de tambour. Je ne voulais pas faire ça. Alors j'ai écrit quelque chose de très simple. Les hommes ont marché sur la Lune. Point. Il y a plus de 40 ans, Times Square accueillait en héros les 3 astronautes de retour sur Terre sains et saufs. L'exploit technique et humain est incontestable. Un boulevard paraît ouvert pour longtemps aux ingénieurs de la NASA. 4 mois plus tard, en novembre 1969, la NASA récidive avec Apollo 12.
Apollo 12 a été frappé par la foudre juste après le décollage. On a bien cru que la mission était terminée. Mais en fait, on a vérifié les équipements, on a réparé ce qu'on pouvait, et ils sont allés sur la Lune. Un vrai succès. L'alunissage a été incroyable. Ils ne pouvaient rien voir par le hublot, ils se sont posés pas du tout à l'endroit prévu. Mais en suivant les consignes de la salle de contrôle, ils ont réussi. Apollo 12, quel souvenir! Une première alerte ô combien prémonitoire. Le 13 avril 1970, Apollo 13 quitte la Terre. La mission démarre avec des airs de routine, avec à son bord James Lovell, Fred Ice et Jack Swigert. Et pourtant... On a le module de service d'Apollo, le réservoir à oxygène qui explose au bout de 55 heures. On est encore dans le trajet Terre-Lune, on n'est pas dans le retour. Et là, il n'y a plus de propulsion. Mon patron est venu me chercher chez moi en pleine nuit. Il m'a dit, on a un problème. Il était minuit, 1 ou 2 heures du matin. Et il m'a emmené au Kennedy Space Center. Mais nous, là-bas, nous n'étions pas chargés de ce type d'intervention. Alors quand je suis arrivé au centre et que j'ai compris ce qui se passait, j'ai pensé que j'allais perdre mes amis, là-haut, dans l'espace. La balle est dans le camp de la salle de contrôle de la NASA à Houston, au Texas, où sont dirigées toutes les missions Apollo dès qu'elles ont quitté la Terre. Okay, now let's everybody keep cool. We got limbs still attached. The limb spacecraft's good, so... Okay, let's everybody think of the kind of things we'd be vetting. GNC, you got anything? Gene Kranz était directeur de vol au moment d'Apollo 13, un rôle que tient très souvent Bill Foster depuis une quinzaine d'années. Le directeur de vol, c'est lui qui a la responsabilité ultime. Et il y avait tellement d'équipements affectés que cela semblait irréel. On ne simule jamais autant de pannes touchant autant de systèmes à la fois. Parce que ce qui est arrivé à Apollo 13, c'est vraiment ce que l'on peut considérer comme catastrophique. Parce que d'après leur expérience, ce type de situation ne pouvait jamais arriver. Quand l'équipage a raconté l'ensemble de ce qui se passait à bord, au sol, ils ont réalisé que ce qui arrivait était dramatique. Alors, ils ont étudié quels équipements fonctionnaient encore, et ils en ont déduit que le vaisseau lui-même était fichu, et qu'il ne pouvait pas servir de plateforme de survie pour l'équipage. Alors ils ont demandé à l'équipage de se rendre dans le module lunaire, comme si c'était un bateau de sauvetage. Et donc, le module lunaire, avec lequel on doit se poser sur la Lune, qui est accroché au module de service, va servir de module de remorquage. Et c'est grâce à lui qu'on va allumer son propre moteur pour passer derrière la Lune, redonner une poussée pour rentrer sur Terre, avec des bricolages de canalisation d'oxygène absolument phénoménal. Les ingénieurs de tous les centres de la NASA, de la Floride au Texas, sont mobilisés jour et nuit et finissent par trouver des moyens simples pour transporter l'oxygène dans le module lunaire. Très vite, on a été associé à la procédure concernant le module lunaire et nous avons été partie prenante dans le sauvetage de l'équipage. Je trouve que les Américains là ont été extrêmement brillants. Hein. Ils ont sauvé l'équipage et puis l'histoire en parle peu, mais ça a été l'amérissage le plus précis de l'histoire américaine. La capsule Apollo 13 est arrivée à quelques centaines de mètres du porte-avions, donc on n'avait pas fait mieux. Et c'était une juste récompense pour cet équipage. 4 missions Apollo vont ensuite se succéder jusqu'en 1972, qui réussissent tout leur alunissage. Au total, 12 hommes marcheront sur la Lune. Pour Apollo 17, la mission s'intitule modestement « Sur les épaules des géants ». Les astronautes effectuent un rallye à bord d'un véhicule adapté, la Luna Mobile, et Gene Cernan sera le dernier homme à quitter la Lune. La mission Apollo est arrêtée bien avant son terme.
Golly, this time goes fast. Burn away, Houston. Vector good. Excellent. Pourquoi? Mais pourquoi on s'arrête? On est en tête de la course. On en est arrivé au point où on a acquis le savoir nécessaire. On est prêt à continuer cette activité et on a même déjà désigné 2 équipages supplémentaires. On était très choqués que le gouvernement dise « Non, on arrête ». Le coût était extrêmement élevé parce qu'il faut bien dire qu'avec Apollo, si vous voulez, en dollars d'aujourd'hui, Apollo coûterait à peu près 180 milliards de dollars. Hein, donc c'est quand même un programme qui était assez important. Le lanceur lui-même coûtait à l'époque 800 millions de dollars. Donc c'était plus la peine de prendre des risques, c'était plus la peine, les objectifs étaient atteints, donc à quoi ça servait d'aller plus loin. Donc on s'est arrêté à Apollo 17. En 1974, c'est la détente entre Américains et Soviétiques. Le 18 juillet 1975, la capsule Apollo 18 et le vaisseau Soyouz 19 se rassemblent. Cela va permettre la première poignée de main de l'espace entre le Russe Alexei Leonov et l'Américain Thomas Stafford. Cette mission représente les prémices de la future Station spatiale internationale. Mais pour la NASA, le lanceur Saturne V coûte trop cher. Il faut donc imaginer autre chose. C'est la fameuse navette. L'idée, bien sûr, est tout à fait intéressante. Un lanceur comme Saturne V du programme Apollo, il y a la capsule qui fait 5 tonnes qui revient, mais les 2900 tonnes qui ont servi à lancer cette capsule retombent à la mer. Donc c'est quand même un certain gâchis. Donc l'idée, c'était de faire un lanceur récupérable. Vous avez des réservoirs, et sur ces réservoirs, vous avez une espèce d'avion qui va revenir. 6 navettes récupérables successives vont être lancées de Cap Kennedy au pas de tir appelé le Pad A. Au total, 135 lancements de navettes se succéderont pendant 30 ans. Depuis mon plus jeune âge, j'étais très intéressé par l'espace. Et quand on a commencé à développer la navette, en 1977, j'avais 5 ans. Et mon père m'a emmené voir la navette en vol, posée sur le dos d'un 747. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Mon travail ici, c'était de tester les navettes, et donc essentiellement de planifier et diriger sur place leur lancement. Vous avez fait tout ce travail, et enfin vous avez un lancement réussi. Et tout le monde est sain et sauf. C'est un sentiment formidable. C'est passionnant. Le centre de mise à feu, c'est l'endroit stratégique du Kennedy Space Center. Charlie Blackwell Thompson y a dirigé les 10 derniers lancements de navettes spatiales. L'un de mes moments favoris, c'est quand le directeur de vol dit au commandant de la navette Discovery, Atlantis ou Endeavour, « Vous êtes OK pour la mise à feu ?» Et vous commencez le décompte à T-9 minutes. Et je vous le dis, quand vous êtes là, vous savez que tous les systèmes électriques vont se mettre en marche. À T-4 minutes et 55 secondes, les réservoirs doivent être remplis. Et à 2 minutes et 55 secondes, on pressurise le dernier réservoir. Et à 1 minute 57 secondes, le réservoir à hydrogène. Puis quand votre décompte est arrivé à 30 secondes, c'est votre dernière possibilité d'intervenir. Et là, cette pièce devient silencieuse. Très silencieuse. On pourrait entendre un stylo tomber. Et c'est parce que tous les gens ici sont tellement concentrés, chacun sur leur travail, ce jour-là particulièrement. Il n'y a pas de gros bouton rouge. Dès que vous démarrez le décompte, il est géré par ordinateur. Ce que vous avez en revanche, c'est le bouton d'arrêt qui vous permet d'interrompre le décompte au moment où ce serait nécessaire. Les 135 lancements de navettes spatiales se passeront sans problème apparent.
4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Mais pour la navette Challenger, le 28 janvier 1986, la rupture d'un joint de propulseur provoque l'explosion de la navette au bout de 1 minute et 30 secondes. Les 7 astronautes présents dans la navette périssent dans l'explosion. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. Fido trajectory. Go ahead. Flight GC, we've had negative contact, lost downlink. This is Mission Control Houston. We have no additional word at this time. J'étais là depuis à peine 6 mois quand est arrivé l'accident de Challenger. On ne pouvait pas croire qu'un accident comme ça puisse se produire. C'était déprimant. J'étais là depuis peu et je n'avais pas les relations très intimes avec les victimes que les autres avaient. Mais j'étais anéanti. C'était terrible, individuellement, et aussi pour l'ensemble des vols humains dans l'espace. Le programme spatial va faire une pause de 2 ans avant de repartir, mais cette fois, la NASA n'est plus seule. En 1995, la station orbitale russe Mir et la navette Atlantis s'arriment. Cette mission américano-russe marque le début d'une ère de collaboration internationale, puis entraîne la construction d'une station orbitale commune dénommée Alpha, qui mobilise une quinzaine de pays. La navette devient le moyen de transport vers la Station spatiale internationale des astronautes américains. Le contrôle en vol de la station est confié à la NASA, qui dirige les opérations à partir du célèbre Johnson Space Center de Houston, au Texas. C'est nous qui conduisons la station spatiale. Si nous avons besoin de manœuvrer la station, quelle est une orientation un peu différente, ou si nous devons la faire monter plus haut en altitude, c'est le responsable de la conduite qui le fait. L'équipage à l'intérieur de la station ne conduit pas. C'est fait ici, dans cette pièce. Quand il y a un problème, c'est vraiment important de parler à l'équipage, de discuter ce qui est arrivé, de s'assurer qu'ils savent tout ce qui se passe et de ce qu'on fait au sol pour les aider. Par exemple, dans certains cas, avec la navette ou la station spatiale, nous détectons parfois des objets dans l'espace, des débris qui pourraient provoquer des collisions avec le vaisseau spatial. Jusque-là, on n'a jamais eu de collision catastrophique. Nous avons eu seulement certains petits débris qui heurtent la station de manière régulière. On l'apprend ensuite par l'équipage, qui repère les petits dommages causés sur la structure au cours d'une sortie dans l'espace. Parfois, le centre de contrôle ne peut pas faire grand-chose. La faiblesse de la navette reste la fragilité des tuiles de protection thermique. Ça, c'est une tuile thermique que nous utilisons sur la navette. Vous voyez, c'est de la silicone à l'intérieur. C'est 90% d'air. Sous-pesé, vous verrez, c'est extrêmement léger. Quand vous en avez 25 000, c'est très important. Ce que nous devions faire au retour de chaque navette, c'était les percer pour les assécher. Et on le faisait pour 2 raisons. La première, c'était qu'il ne fallait surtout pas transformer ces tuiles en éponge. Elles seraient devenues trop lourdes au moment du lancement, qui, du coup, aurait été impossible. Et la deuxième, c'est pour éviter la moisissure dans les tuiles au moment de la mise en orbite, avec une température extérieure de moins 140 degrés, qui aurait provoqué des craquements comme des glaçons dans un frigo. La même chose serait arrivée avec les tuiles, alors il fallait rendre étanches les 25 000 tuiles. Ce sont vraiment les composants critiques pour la navette. En janvier 2003,
lors d'un lancement de la navette Columbia, une mousse d'isolation de la taille d'un porte-documents se détache et va percuter plusieurs tuiles de protection thermique qui vont être endommagées. Au sol, on repère l'incident, on prévient l'équipage, mais après réflexion, 15 jours plus tard, Houston autorise la descente vers la Terre. La conséquence sera dramatique au moment du retour dans l'atmosphère. 16 minutes seulement avant l'atterrissage, la navette se désintègre au-dessus du Texas. Les 7 membres d'équipage sont portés disparus. À nouveau, le programme des navettes spatiales américaines s'arrête pendant 2 ans, mais l'enthousiasme semble bien atteint. Le 23 septembre 2008, le discours de George W. Bush représente pour la NASA une divine surprise. It is time for America to take the next steps. Today I announce a new plan to explore space and extend a human presence across our solar system. Our goal is to return to the moon by 2020 as the launching point for missions beyond. With the experience and knowledge gained on the moon, we will then be ready to take the next steps of space exploration, human missions to Mars and to worlds beyond. Mais il y a une contrepartie. Tout n'est pas possible et la navette coûte beaucoup trop cher pour la Maison-Blanche. De plus, 2 accidents, cela fait beaucoup. L'ultime décollage d'une navette, la 135e, aura lieu en juillet 2011. Depuis l'arrêt définitif des navettes américaines, le seul moyen de rejoindre la Station spatiale internationale, c'est d'utiliser, à partir de Baïkonour en Sibérie, une fusée russe. Depuis le discours du président Bush, la NASA développe le programme Constellation et a mis en chantier son lanceur, la future fusée Orion, aujourd'hui en cours d'assemblage au Kennedy Space Center de Floride. L'étage de fusée que vous voyez juste arriver aujourd'hui et qui sera complété dans les 2 mois qui viennent servira à montrer ce que sera notre futur lanceur. On va sortir cette partie du transporteur, l'accrocher avec l'une de nos grues pour la monter vers le haut du bâtiment. Puis on s'occupera du sommet de la fusée. On la redressera à la verticale, comme on le faisait d'habitude avec les autres lanceurs, et on le posera au sommet de la fusée Orion. C'est cela qu'il faut exposer maintenant. Premiers essais prévus en 2017. Je peux plus attendre. Je peux plus attendre pour voir cette pièce fonctionner à nouveau, de sentir ces équipes s'y affairer, régler les problèmes qui se posent et préparer enfin le lancement de notre nouvelle génération de fusées. Petit problème mais de taille, l'État n'est plus client. Le président Obama a arrêté le programme de retour sur la Lune. À chaque fois qu'il y a un changement politique à un haut niveau, on nous modifie nos programmes. Chaque fois qu'il y a un nouveau directeur de la NASA, il change aussi le programme. Et il y a des coupes sombres dans le budget. Alors c'est difficile. Et que va-t-il se passer dans l'avenir d'après vous? Je pense que le futur appartient à l'industrie privée. Une société privée propose déjà ses services. Coût de la balade Terre-Lune, 1,5 milliard de dollars. Pas vraiment à la portée de toutes les bourses. En novembre 2011, la sonde Curiosity décolle du Kennedy Space Center. 8 mois plus tard, elle réussit un atterrissage parfait sur la planète Mars. Un succès technique incontestable, riche sans doute de futures informations sur l'histoire de la planète Mars. Réalisé en coopération avec le Centre national d'études spatiales de Toulouse, Curiosity pourrait être un préalable nécessaire à un futur voyage habité sur Mars. On en est encore très loin. Les lancements des robots d'exploration martienne suivants, prévus par la NASA, ont été pour l'instant annulés, faute de financement.
le programme des sondes automatiques vers le système solaire est-il lui aussi menacé? Le 25 août 2012, l'Amérique et le monde de l'espace sont en deuil. Neil Armstrong s'est éteint à l'âge de 82 ans dans l'Ohio, quelques mois seulement après la fin du programme de la navette spatiale, comme un clin d'œil à l'histoire qui ferme définitivement le premier volume du livre de la conquête de l'espace. Un second volume s'ouvrira un jour, c'est certain, mais quand et qui l'écrira? En attendant, à 380 000 km de la Terre, des traces de pas humains attestent à jamais qu'un beau jour de l'été 1969, un homme a marché sur la Lune.